Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un très grand classique des horloges électroniques qui consiste à avoir une base de temps, donc quelque chose qui va fixer le rythme de l'horloge à partir du secteur. Je rappelle que depuis longtemps, la fréquence du secteur est relativement très stable et même si elle varie un petit peu, généralement, les fournisseurs d'énergie s'arrangent pour que le nombre d'impulsions je veux dire dans la journée, soit à peu près stable et corresponde bien au nombre d'impulsions attendues pour 24 heures. Ceci permet à beaucoup de systèmes en fait donc d'utiliser la fréquence du secteur comme une référence relativement stable, en particulier pour des horloges. C'est vrai que maintenant, avec le prix très faible de ce qu'on appelle les RTC, les Real Time Clock, basés sur des systèmes à quartz et sauvegardés par pile et tout, c'est quelque chose qui a moins d'utilité que ça en a eu dans le temps. Mais ça peut rester éventuellement une bonne solution, sachant qu'on peut aussi utiliser à la fois le système secteur et un système de secours qui utilise un oscillateur en cas de panne secteur. Alors voilà ce schéma ici, alors nous allons le regarder. À la base, comment fonctionne-t-il? Donc là, on a un transformateur donc qui donne 2 fois 12 volts avec un enroulement double, quelque chose que je vous ai déjà présenté. Et bien sûr, donc là, on a bien deux sinusoïdes en opposition de phase à 50 Hz. Donc là, déjà, pour l'alimentation, on retrouve ces deux diodes de façon très classique. Et derrière, avec cette résistance là de limitation, cette Zener, une alimentation dite shunt, je vous ai aussi déjà présenté ça, qui va donner ici une tension d'environ 5 volts. Comme c'est de la logique ici, CMOS, la tension d'alim, je veux dire, elle peut être pas très précise, il y a de la marge. Donc on retrouve ici cette résistance de 1K là, qui donne une charge éventuellement permanente, dans la mesure où ces circuits consomment tellement peu que, je veux dire, il y aura quasiment pas de charge sur l'alimentation ici. Donc voilà, ça c'est pour la partie donc on va dire continue. Alors, grâce ici à cette résistance et ce condensateur là qui enlève les parasites, c'est à cet endroit-là que on va prendre le signal de référence à 50 Hz. Alors là, pour moi, il manque quand même si c'est pas très grave, moi j'aurais quand même mis ici une diode entre ce point-là et la masse, de façon quand même à éviter quand même d'avoir des trucs trop négatifs. Alors c'est vrai que la résistance de 220K ici, vu l'impédance d'entrée du bignou et tout, bon, il y a des diodes de protection ici, ça fonctionne, mais enfin, moi, j'aurais préféré quand même mettre ça. Enfin bon, ça n'empêche pas de marcher. Donc ici, grâce là à cette porte là à trigger, on voit que c'est un 74 HC14. Donc je rappelle que c'est une porte trigger de Schmitt, ce qui va avoir aussi l'avantage de ne pas faire des fausses impulsions avec le bruit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce filtrage RC plus l'hystérésis là de la porte, qui fait que là on va avoir des très belles impulsions à 50 Hz. Donc le 74 HCT de 4020 est un diviseur à plusieurs étages, un diviseur binaire dont les sorties apparaissent ici. Là en plus ils ont choisi du HCT. À la limite, c'était pas forcément requis dans la mesure où HCT, je rappelle que ça veut dire que les niveaux en entrée sont compatibles TTL et non pas au milieu de la tension d'alim, comme c'est généralement le cas. Donc là, ils ont pris des niveaux plus bas. Je pense qu'avec du HC normal, ça marcherait. Mais enfin bon, peut-être que le gars avec ça sous la main. Toujours est-il que le compteur ici, donc, commence à compter. Va avoir ici sur les sorties binaires, en fait, une valeur binaire, en binaire pur, qui correspond au nombre d'impulsions. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un décodage grâce à cette porte NAND ici. Voilà, et en gros, à une combinaison. En fait, quand toutes ces sorties-là sont à 1, la porte ici va passer à 0. Donc ça va avoir comme effet de donner ici une impulsion là sur ce 74 HC qui d'abord fera l'impulsion pour les minutes. Le réseau ici RC fait que cette impulsion va avoir quand même une certaine durée. Et surtout, toc, on va grâce à ce système de remettre à 0 le compteur. Donc en gros, il compte bien jusqu'à cette valeur prédéterminée et derrière, toc, il se remet à 0. Et c'est grâce à ça que là, on a la valeur ici qui donne donc une impulsion toutes les minutes. Donc voilà, on voit que c'est un circuit qui est très simple. Alors pourquoi il y a ici ce système là? Ça c'est pour la mise à l'heure.
Alors en fait, ce qu'ils font, c'est assez pertinent quelque part, c'est que en gros, ça c'est une sorte de mélangeur, et grâce à ces deux poussoirs-là, on peut rajouter différentes sorties, donc ils vont à différentes vitesses. Et en fait, quand on veut mettre les heures, ben, on a une sortie qui va osciller relativement vite, donc ça va faire avancer très vite le compteur. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir une fréquence toutes les minutes, je vais peut-être l'avoir, je sais pas moi, toutes les 1/10 de seconde, ou peut-être plus. Je reconnais que j'ai pas fait le calcul ici, mais donc ça va permettre d'avance très rapide. Et quand on arrive un peu, bah, c'est un truc très classique, on va ici sur minutes, ce qui fait que ça avancera, mais ça avancera quand même moins vite. Peut-être qu'il y aura 1 minute par seconde, un truc comme ça permet d'ajuster là l'horloge. Donc là, l'idée, c'est que à la sortie de ça, on va mettre un afficheur qui donc affiche à la fois les minutes et les heures, sachant que, bien sûr, c'est un compteur qui compte jusqu'à 60 pour les minutes et jusqu'à 24 pour les heures. Donc voilà, c'est un circuit, on va dire, très très classique, très très simple dans son principe, et qui voilà, peut très bien, pourquoi pas, même être utilisé par un Arduino. Rien ne vous empêche ici de mettre un Arduino et de derrière utiliser ce système-là. Sachant que, comme j'ai dit, ça a l'avantage par rapport à un quartz d'être généralement relativement très stable dans le temps, mais bien sûr, en cas de panne de courant, ça fait pas le job. Et puis bien sûr, là pour la mise à l'heure, bah ça va qu'en avançant, ce qui fait que bah déjà une fois sur deux, avec le changement d'heure, c'est très chiant parce qu'il faut faire tout le tour. Puis si bien sûr en même temps, voilà, quand on met à l'heure, on dépasse, et ben on est encore bon pour se retaper tout le tour. C'est aussi un grand classique. Pour cette petite explication de schéma. Alors, comme je vous l'avais dit dans un post, vous avez peut-être remarqué que là j'ai fait des vidéos un petit peu moins fréquemment que d'habitude parce que voilà, j'ai eu plein de trucs perso, des travaux, des trucs de santé, enfin voilà. Plein de choses qui font que j'ai dû faire un petit peu une pause, mais ça va, là, je commence à ressortir un peu la tête de l'eau. Et j'espère reprendre assez rapidement mon rythme habituel. Donc voilà, aujourd'hui, là, j'ai fini un peu plus tôt que prévu. Alors, même si j'ai encore énormément de choses à faire, je me suis dit, voilà, tiens, je vais vous faire un petit schéma. C'est quelque chose qui m'avait été demandé il y a déjà quelques temps. Et c'est un schéma que j'ai trouvé sur Internet, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Et voilà, c'est histoire de reprendre un petit peu le fil. Normalement, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et tiens, Maurice, et toi, qu'est-ce que tu fous là? On ne te voit plus. Tu te balades sur Internet. Ouais, t'as que ça à foutre. Et alors, t'as vu un truc rigolo? Ah ouais, c'est quoi? Que le don du sperme coûtait plus cher que le don du sang. Bah, c'est normal, hein, le don du sperme, c'est fait main. Et tu t'y connais. Ah, sacré Maurice. Bon, eh ben voilà, là-dessus, que le grand clic-clac vous fasse de belles horloges et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.